Bonsoir, merci à vous d'être présents et présentes pour cette discussion que je vais avoir avec Claire Marin. Claire Marin qui est philosophe, qui est auteure de plusieurs ouvrages. Je n'en citerai que deux, mais il y en a beaucoup d'autres. Je citerai Rupture au pluriel et Être à sa place, qui sont deux ouvrages vraiment très... là aussi très stimulant pour reprendre l'expression utilisée tout à l'heure, très intéressant et que je vous conseille en tous les cas de lire si vous en avez l'occasion, puisque ça va permettre de continuer la réflexion qui a été entamée tout à l'heure avec les métamorphoses du féminin et du masculin. Et là, nous allons nous attarder, nous, sur les métamorphoses du féminin avec les réflexions de Claire Marin, avec une question toute particulière et qui va, j'imagine, beaucoup vous intéresser, qui est la femme que l'on devient. Comment on devient femme? Qu'est-ce que cela veut dire? En partant de cette réflexion de Simone de Beauvoir, qui est la référence lorsque l'on parle de ce sujet, de ce thème. Et c'est vrai que pour Simone de Beauvoir, si l'on devient une femme, comme elle l'affirmait, il convient d'interroger ce devenir. Et c'est la première question que je souhaite poser à Claire Marin, qu'elle nous dise, elle, comment elle conçoit justement cet élément de cette phrase de Simone de Beauvoir dont on a toutes et tous beaucoup entendu parler dans notre cursus scolaire et universitaire, j'imagine, pour beaucoup d'entre vous. Et donc, quelle est, vous, votre réflexion à partir de cette phrase, de ce devenir d'une femme? Alors, cette réflexion, elle part aussi d'un constat que je fais en tant qu'enseignante. C'est que j'ai vu revenir cette phrase de Simone de Beauvoir dans la bouche de mes étudiantes et de mes élèves, filles, alors qu'il me semblait au début de ma carrière que c'était une phrase d'une certaine manière qui était un petit peu tombée en désuétude. Et aujourd'hui, toutes mes étudiantes la connaissent et la revendiquent sans interroger ce devenir. Enfin, si, parfois en l'interrogeant, mais il me semble que le verbe mérite d'être interrogé. Et parce que on peut devenir en subissant. On peut se couler dans une identité préexistante. On peut être dans une reproduction qui est une reproduction d'un modèle maternel, souvent. Mais on peut aussi repenser, et c'est ce que propose aussi Simone de Beauvoir, un devenir réapproprié, qui passe sans doute par les objets traditionnels par lesquels on devient, malgré soi, un certain type de femme. C'est-à-dire réappropriation du corps, bien sûr, mais aussi interroger les biais psychiques qui sont intériorisés dès l'enfance et qui tiennent au rapport au monde extérieur, à la manière dont on se projette dans le rapport aux autres et à la manière aussi où on se place dans tous les sens du terme, c'est-à-dire où on se place géographiquement, dans l'espace familial, social, politique, où est-ce qu'on se place relationnellement, dans quel type de hiérarchie. Et évidemment, c'est pas une découverte, il y a souvent cette idée d'une place seconde, d'une place mineure, voire d'une absence de place. Et il y a des lieux où les femmes n'ont pas leur place. On va pas faire la liste, elle serait longue, vous le savez mieux que moi. Mais cette question-là, de commencer par interroger tout ce qui a été intériorisé, c'est ce que disait Belinda Cannon en ouverture. Et moi, je voudrais faire référence à une autre expérience d'un bref séjour au Japon où j'ai eu ce sentiment d'être vraiment très détendue, alors que je ne comprenais rien, je ne réussissais pas à m'orienter, j'étais complètement perdue et en même temps très détendue parce que je n'avais pas peur et parce que ce dont elle parlait, Belinda tout à l'heure, de cette vigilance constante que vont avoir ceux qui se sentent, sans savoir pourquoi, possiblement menacés, qu'on peut avoir aussi quand on appartient à une certaine catégorie ethnique dans certaines zones du globe. Elle n'existait pas parce que globalement, pour dire les choses de manière très schématique, la société est plus sûre. Et on n'est pas inquiète autant que je l'étais sans m'en rendre compte.
depuis l'enfance, depuis les premiers mouvements d'autonomie minimale de la petite fille. Et donc, c'était une première prise de conscience. Et puis, évidemment, tous les événements politiques et sociaux dont on a parlé à l'instant ont un peu avivé cette prise de conscience. Mais je crois qu'il y a un élément quand même qui, aujourd'hui, agite beaucoup la littérature et la philosophie et les femmes qui écrivent, qui est la question du choc que peut produire pour des jeunes femmes qui ont fait des études, qui ont eu la chance de pouvoir les faire, qui ont espéré faire des professions qui n'étaient pas nécessairement ouvertes aux femmes précédemment. Le choc que produit la construction d'une famille ou l'arrivée d'un enfant, ou des vieux modèles qu'on ne pensait pas partager avec un compagnon moderne et aujourd'hui on dirait déconstruit, tout d'un coup les rôles traditionnels réapparaissent comme une espèce de choc en retour très violent et on découvre un compagnon qu'on ignorait, on se découvre chargé de tâches dont on ne pensait pas prendre l'entière responsabilité et je trouve intéressant de voir aujourd'hui des romancières alors, je pense à des romancières françaises qui interrogent cette question-là et cette solitude de la jeune femme contemporaine qui n'a pas été prévenue qu'elle ne serait pas aussi libre qu'elle s'était imaginée et qu'elle allait être envoyée à une place, je dis archaïque sans jugement, mais en tout cas une expérience archaïque, celle de l'accouchement, un corps sur lequel on ne l'avait peut-être pas assez informé. Donc, toutes ces expériences de bouleversement, elles sont maintenant des thèmes de littérature. Et ce que je trouve intéressant en philosophie et en littérature, c'est qu'on commence à penser, à dire, à décrire, avec tous les aspects, y compris les plus tabous, les plus concrets, les plus violents même dans l'expérience que ça peut constituer, physiquement et psychiquement, ce que c'est que... le devenir mère qui est, je suis pas en train de dire que devenir femme, c'est devenir mère. Les deux choses sont parfaitement distinctes. Et c'est ça qui est intéressant. Parce qu'il y a à la fois une surprise et parfois une déception ou en tout cas un choc dans ce devenir mère à l'époque contemporaine. Mais il y a aussi parfois, en tout cas c'est ce qu'on observe dans la littérature française, on pourra en discuter pour savoir si c'est la même chose ici. Il y a aussi ce qui se dit maintenant, c'est le désir de ne pas l'être. Et je pense à plusieurs textes qui m'ont frappé ces dernières années. Un texte de Jeanne Sautière qui s'appelle « Nullipare ». Nullipare, c'est ce qu'on vous dit quand on vous décrit dans un processus, par exemple, de fécondation in vitro. C'est le terme qui, à l'origine, vient du vocabulaire vétérinaire et qu'on utilise aussi pour la femme qui n'a pas eu d'enfant. Et vous entendez en français comment nullipare résonne avec de nul, nulle part, finalement comme si on s'installait jamais vraiment dans la place d'une femme. Je pense au texte d'une jeune romancière qui s'appelle Julia Kerninon. Son texte s'appelle Live Maria et elle dit quelque chose d'intéressant, il me semble, sur l'identité des femmes. Parce qu'elle dit qu'en devenant mère, elle abandonne la liberté qu'elle avait avant d'être plusieurs femmes différentes, d'avoir un cercle d'identité sociale, amicale, professionnelle, démultiplié. Et son héroïne, dans le texte qui s'appelle Live Maria, est une héroïne qui voit comme ça le cercle se replier autour d'elle, se concentrer, sa vie se figer. Ce qui fait penser au titre d'un ouvrage d'Annie Ernaux, qui est La femme gelée. De quoi Annie Ernaux nous parle? Eh bien de cette espèce d'expérience sidérante et de fixation, de pétrification presque du sentiment de soi de cette femme qui est enfermée dans une identité où elle ne se reconnaît plus. Et ce qui devient aussi intéressant, c'est de penser parfois soit la fuite, c'est l'hypothèse de Julia Kerninon, hein. Son héroïne s'enfuit pour retrouver toutes les femmes qu'elle était auparavant,
et toutes celles qu'elle a encore en elle pour retrouver l'amplitude et la variété intérieure de ses identités. Ou la séparation. C'est le cas dans dans l'œuvre romanesque d'Annie Ernaux, où on voit bien qu'elle devient la femme qu'elle veut devenir en sortant du schéma du couple et en se détachant progressivement, parce que ses fils grandissent, de ce schéma maternel. Mais alors, à vous écouter, on a commencé à parler du devenir femme et qui s'est très vite, finalement, qui est allé très vite sur devenir mère et avec toutes les questions que ça pose. Mais donc, comment une femme aujourd'hui, comment elle peut aborder cette question de devenir femme sans forcément être mère? Parce que vous l'avez dit au début, mais je pense que c'est un sujet qui mérite qu'on continue à aborder, parce que c'est une question, je crois, qui traverse aussi beaucoup de jeunes femmes aujourd'hui, de savoir effectivement, est-ce que il y a, j'allais dire, ce passage obligé pour s'accomplir. Pour certains, l'accomplissement ne peut venir qu'en passant à cette étape aussi d'être mère, mais à vous entendre, évidemment que ça n'est pas obligatoire, bien sûr. Je pense que c'est faire déjà une très grande violence aux femmes de leur prescrire comme un élément nécessaire de leur identité. Qu'est-ce que ça dit des femmes qui n'ont pas pu ou qui n'ont pas voulu avoir d'enfants? Souvent, on pensait les femmes sans enfants comme des femmes handicapées qui seraient amputées d'une dimension essentielle de leur existence et qui peut-être ne développeraient pas toutes les capacités normales, avec plein de guillemets évidemment, d'une femme. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est de voir pourquoi on peut envisager, sans y être contrainte biologiquement, disons, une vie de femme sans enfant. Alors, il y a certains modèles qui sont les modèles plus anciens des créatrices, des romancières, dont la production est l'œuvre, et que l'enfant viendrait perturber, retarder. Il y a sur ce point pas mal de contestations. Et, je pense à la romancière Leonora Miano, qui dit qu'elle a eu plusieurs filles, que chacune de ses filles, au contraire, lui a donné une raison d'écrire l'histoire des femmes, l'histoire difficile, contrariée des femmes. Elle le sait elle-même, puisqu'elle est venue en France. Elle a subi des violences nombreuses. Elle s'est retrouvée dans des foyers avec ses jeunes enfants. Elle a vécu à la rue. Donc, elle voit tout ce qui peut être imposé à une femme comme type de violence de tout ordre. Et ce, d'autant plus, et ça, c'est peut-être autre chose qu'il faudrait dire, qu'elle est une femme noire, pauvre, qui arrive avec ses enfants, sans mari, sans statut, en France. Donc, devenir femme, évidemment, c'est pas la même chose si je suis blanche, si je suis noire, si je suis maghrébine, si l'emprise du père est importante dans ma famille, si je suis l'aînée dont on attend plus ou moins implicitement qu'elle s'occupera de ses parents. Et de la même manière qu'une femme peut être contrainte par le fait de s'occuper de ses enfants, elle peut aussi être contrainte par le fait de s'occuper de ses parents vieillissants. Donc la charge affective, mentale et familiale, il me semble qu'elle ne s'arrête jamais pour une femme. Et qu'en ce sens, on peut être momentanément délivré, là aussi avec des guillemets, de cette charge-là, de se soucier des autres, peut-être quand les enfants partent, mais assez vite, il me semble qu'on a d'autres préoccupations qui tiennent à nos parents vieillissants. Et sur cette idée de ne pas vouloir être mère, il y a aussi plusieurs choses. Il y a une première raison dont je dirais qu'elle est négative et qu'elle est liée au climat d'éco-anxiété contemporain. Et ça, je l'entends souvent chez mes étudiantes. Le fait d'envisager d'avoir des enfants dans une perspective aussi angoissante, ça leur paraît irresponsable. Donc, et c'est pour ça qu'on voit apparaître aussi des formes de collusion entre le féminisme et l'écologie dans l'écoféminisme, puisque finalement, se battre pour une préservation ou une réparation, en tant que ça puisse être possible, de notre environnement, c'est
d'une certaine manière, rendre possible d'autres vies que les nôtres, d'autres vies après nous. Mais il y a aussi cette idée qu'une femme n'a pas besoin de quelqu'un d'autre pour s'accomplir, se définir. Et en ce sens, le fait de ne pas vouloir d'enfant n'est plus formulé négativement, mais au contraire positivement, comme l'autonomie de la femme qui serait indépendante du fait d'être en couple. Et on voit aussi de plus en plus de femmes qui vivent leur célibat comme une liberté. Ce qui ne les condamne pas non plus à une chasteté éternelle. Donc cette dissociation de la vie conjugale et de la vie sexuelle et affective, c'est aussi un élément contemporain un peu nouveau, il me semble, en tout cas de ces dernières décennies. Et puis il y a encore autre chose, il me semble. Oui, il y a une autre raison négative qu'on voit par exemple en Allemagne. En Allemagne, la mère qui ne s'occupe pas de ses enfants, qui va travailler immédiatement après leur naissance, elle est jugée d'une manière très très stigmatisante. Et d'ailleurs, on n'a pas de dispositifs sociaux pour prendre en charge les tout petits. Donc, il y a un certain nombre de femmes aujourd'hui en Allemagne qui renoncent à l'idée d'être mère pour avoir la carrière qu'elles veulent avoir et pas devoir s'arrêter pendant une longue période. Donc ça, c'est un élément négatif. Et puis, il y a le dernier élément qui se définit positivement et dont parle Jeanne Sautière dans ce texte Nullipare. Elle dit que les femmes, d'une certaine manière, n'ont pas à être utiles, n'ont pas à être productives. Elles ne sont pas là nécessairement pour engendrer, au sens où finalement leur fonction serait biologiquement prédéfinie. Et donc, on voit apparaître dans quelque chose qui est de l'ordre de la neutralité, une revendication chez des femmes hétérosexuelles ou homosexuelles, mais pas uniquement chez les femmes homosexuelles, comme certains le disent, la revendication de ne pas être dans une féminité qui s'inscrive dans les catégories de la femme séductrice ou de la mère, voire de la mère courage, voire de la mère sacrificielle ou de la fille sacrificielle, ou de la sœur sacrificielle, on peut penser, puisqu'on est ici à Antigone. Souvent, Antigone est montrée comme une femme courageuse, etc. Mais elle se sacrifie pour son frère, pour son honneur, et elle sacrifie l'amour qui est le sien pour finalement la loyauté envers son frère. Donc, elle n'est peut-être pas la femme... Il y a énormément de manières de relire cette histoire, mais on peut interroger ces figures de la femme sacrificielle au cours des époques. Alors, pour poursuivre cette réflexion, j'aimerais que vous abordiez la question du rapport de la femme à la visibilité, parce que ça, c'est vraiment une question extrêmement importante. Et sur cette réflexion de quel corps montrer et comment, quelle évolution, en tous les cas, vous percevez-vous dans cette relation et dans cette visibilité de la femme? Est-ce que vous voyez une évolution au cours des dernières années, à travers la littérature, à travers vos travaux? Comment vous analysez ce rapport à la visibilité des femmes et surtout, évidemment, du corps des femmes? Alors, on peut s'appuyer sur les images qui nous sont présentées des femmes. Au cinéma, on parle maintenant du female gaze que des réalisatrices ou des documentaristes femmes produisent, et donc elles donnent ainsi la possibilité d'être dans une retranscription de vécu qui serait spécifiquement féminin, qu'il soit contraint ou qu'il soit libre. Dans la littérature contemporaine, je le disais, on a maintenant des histoires de femmes. Et là-dessus, il y a un petit texte d'une autrice qui est Alice Zeniter, alors qui a écrit récemment toute la moitié du monde, mais elle a écrit avant un tout petit texte qui est en fait conçu pour le théâtre, qui s'appelle « Je suis une fille sans histoire ». Et je suis une fille sans histoire, ça veut dire finalement ce qu'on attend des filles, quoi. Qu'elles soient calmes, sages, polies, pas trop turbulentes, pas trop dévergondées, donc qu'elles ne fassent pas d'histoire.
Mais sans histoire, c'est aussi la réalité de l'histoire des femmes. C'est d'ailleurs une histoire qui est tue, qui est dissimulée, des œuvres ou des travaux scientifiques de femmes qui sont finalement reconduites ou récupérées par leur seul mari. Et cette habitude qu'on a toujours de renvoyer une femme à son mari, y compris quand elle est célèbre. Et cette année, pour la première fois de ma vie, j'ai entendu cette phrase dans la bouche d'un étudiant et ça m'a fait très plaisir. Sartre, le mari de Simone de Beauvoir. Donc voilà, peut-être on est en train de transformer ou de rééquilibrer les choses. Et donc, ces histoires de femmes et le fait que, par exemple, Annie Ernaux ait eu le prix Nobel, c'était très symptomatique. On a vu à la fois la joie d'un certain nombre de ses lectrices et lecteurs, mais aussi la virulence des critiques. C'est-à-dire que raconter une vie de femme, ce n'est pas la littérature. L'écriture plate d'Annie Ernaux, qui est quelque chose de l'ordre de presque l'objectivité du factuel, mais qui dit aussi la violence qui peut être faite à travers le langage à certains endroits, eh bien, ça a donné lieu à un sursaut de masculinité critique de la part d'hommes, dont certains, puisque ça a été l'occasion d'une discussion assez animée avec l'un de mes collègues, certains qui jugeaient son œuvre sans l'avoir lue. Je vous parle d'une salle des profs, de gens cultivés, etc. Donc, on voit bien qu'il y a une résistance à l'idée qu'une femme puisse avoir une vie intéressante, qu'elle soit capable de bien la filmer, bien la décrire, bien en parler, et que ça ait une vertu, si on peut dire, c'est-à-dire de produire cette encyclopédie des femmes qui nous manque. Et de toutes les femmes, des vies minuscules, comme dirait Michon, c'est-à-dire des femmes qui ne sont pas restées dans l'histoire, et de celles qui auraient dû y être par l'importance ou la beauté de leurs travaux, de leur création. Alors, je suis frappée à vous écouter et de ce que j'ai observé ces dernières années, mais c'est assez récent, cette expression qu'on utilise maintenant parfois où on parle de femmes puissantes. C'est quelque chose qui est assez nouveau, me semble-t-il, en tous les cas. Et vous, comment vous recevez cette expression aujourd'hui qu'on entend, qui fait l'objet de livres, d'émissions? Est-ce que pour vous, ça dit quelque chose de ce devenir des femmes? Ou est-ce que c'est... Voilà, comment vous analysez et comment vous percevez cette expression qu'on entend maintenant? Est-ce que... Voilà, qu'est-ce que vous en dites? Alors, moi, j'ai sans doute un biais qui est celui de mon quotidien, c'est-à-dire d'enseignante, avec des jeunes femmes que je constate au fil des années, depuis 25 ans, de plus en plus militantes. Le fait qu'il y ait des associations féministes dans de plus en plus de lycées, c'est un fait assez frappant. Et en gros, il y a 3 types d'associations. C'est les associations féministes et souvent qui posent la question du genre de manière plus large autour de la question LGBTQ+, et des associations écologistes et des associations humanitaires. C'est ça que les lycéens créent dans leur lycée globalement aujourd'hui. Et je le vois parce que en ce moment, on est dans la lecture et la sélection des dossiers pour l'université, le fameux Parcoursup, cet algorithme qui est catastrophique. Et donc, on voit tous les profils et on voit tous les engagements de jeunes de 18 ans aujourd'hui. Donc, moi, j'en ai vu 300, certains de mes collègues en voient 1000, 2000. Donc, ça nous donne un petit aperçu, quand même, puisque ça vient de toute la France, de ce que les élèves font en dehors des cours. Et ça, c'est assez intéressant. Tout ça pour dire que le souci de la lutte ou de la cause des femmes est un souci qui est devenu très vif, ce qui n'était pas le cas les années précédentes. Oui, pour vous, c'est récent. Comment vous pouvez un peu le dater, ou vous voyez un élément qui a pu participer à cela? Alors, il est sûr que MeToo y a participé, mais
par exemple, les manifestations de femmes pour les droits des femmes, au moment où certains États des États-Unis ont, interdit l'avortement. Mais cette inquiétude aussi, il y a quelques années en Espagne, on s'est posé la question aussi de l'avortement. Maintenant, les choses ont pris un autre tour. Mais cette inquiétude face aux droits qu'on croyait acquis, on en parlait précédemment, je la sens monter et je sens aussi des revendications. Je sens une espèce de lassitude et de colère chez des femmes qui sont très jeunes, mais qu'elles héritent sans doute. Et ce qui me frappe aussi, c'est de voir la parole des mères et des grands-mères dire des choses qu'elles n'ont jamais dites. De voir des femmes qui ont été très soumises, très résignées dans mon entourage, les générations de ma mère, qui sont un peu portées par ce mouvement des jeunes filles et qui disent une colère qui a été tue pendant des décennies, qui est très surprenante et qui s'est manifestée récemment autour de la guerre en Ukraine. Parce que c'est encore les femmes, évidemment, les hommes meurent au combat, mais les femmes voient leurs fils mourir, elles voient leurs frères, leurs maris mourir, elles subissent des violences inévitablement. Les femmes sont universellement les premières victimes de la guerre. Et tous ces événements-là, et puis peut-être aussi la charge domestique énorme pendant les divers confinements, tout ça, ça a créé peut-être une espèce de sensibilité. Tout d'un coup, on a vu les choses avec peut-être une manière plus lucide. Et voir revenir ces schémas très archaïques et conservateurs de la place de la femme pendant le confinement, je crois que ça a pu exacerber cette forme de colère, ou en tout cas cette motivation à changer les choses. Et que vous voyez finalement comme un aspect positif, parce que ça mobilise justement ces jeunes femmes dont vous parlez, et ça leur donne envie justement de se bagarrer, plutôt parce qu'elles se rendent compte que finalement rien n'est acquis, et que ce qu'elles avaient pu croire peut-être d'acquis il y a quelques années, aujourd'hui, eh bien la réalité démontre le contraire, avec les exemples que vous avez donnés aux États-Unis ou dans d'autres pays où on a effectivement des retours en arrière qui peuvent paraître saisissants. Oui, j'ai l'impression, là encore, j'ai un public restreint d'une 150 élèves chaque année, donc je peux pas m'appuyer là-dessus, mais 150 élèves chaque année depuis 25 ans, je vois quand même dans des endroits différents, à Paris, en banlieue parisienne, dans des endroits beaucoup plus difficiles avec une grande mixité de population. Je vois des femmes qui envisagent des carrières qui étaient inimaginables il y a encore une trentaine d'années. Je vois des projets de vie qui parfois, alors les choses pourront évidemment évoluer, mais qui sont des projets très autonomes, sans être individualistes. C'est-à-dire le fait de ne pas vouloir être en couple ou être mère n'est pas un égoïsme exacerbé, comme certains voudraient nous le faire dire, mais quelque chose de l'ordre de l'autonomie et l'accomplissement de soi dans la relation aux autres et dans d'autres formes d'engagement, soit dans des sororités, évidemment, mais aussi pour les causes qu'on a évoquées tout à l'heure. Par exemple, j'ai vu mes étudiants très sensibles à la situation de ceux qui avaient été très appauvris pendant le confinement parce qu'ils avaient perdu leur petit job qui leur permettait de financer leurs études de manière assez traditionnelle. Donc, il me semble qu'en ce sens, les modèles bougent, il y a une forme de fragmentation, on a explosé un peu les schémas du devenir femme, avec des variations qui se manifestent aussi sur les corps, sur le rapport au corps, sur les injonctions faites au corps féminin, lisse, tendu, beau. Et il y a cette phrase de Mona Chollet que j'aime bien, Mona Chollet qui a écrit Sorcière. Elle parle du courage de certaines femmes aujourd'hui à ne pas être belles ou à ne pas vouloir être belles, à ne pas penser que c'est autour de ça que leur acceptation au sein de la société se joue.
Alors peut-être un dernier mot avant de vous laisser la parole, parce que je crois que vous aurez sûrement envie de poser des questions. Peut-être un dernier mot sur la voix des femmes dans l'espace public. Est-ce que vous trouvez que là, dans le cadre justement de cette métamorphose de la femme, de toute cette réflexion que vous menez, est-ce que vous voyez, vous, une évolution des voix des femmes dans l'espace public? Est-ce qu'elles sont plus présentes? Est-ce que vous avez le sentiment qu'elles s'affirment plus dans cet espace public qu'auparavant? Je crois qu'il y a des figures qui marquent un peu. Alors, il y a des figures, il y a Virginie Despentes, il y a Adèle Haenel qui a pris des positions assez radicales. Il y a des réalisatrices aussi. Mais ce à quoi il faut être attentive, je crois, et attentif, c'est à ce que la voix des femmes ne soit pas uniquement une voix de victime. Parce qu'il me semble qu'ici, il y a un biais. Il y a un piège dans lequel il ne faut pas qu'on tombe, c'est-à-dire, par exemple, la question du congé menstruel. C'est aussi une manière de rendre visible ce qui peut être pris par certains comme une défaillance ou une vulnérabilité, une fragilité naturelle de la femme, qui ne peut pas donc être l'égale des hommes. Donc, ce qu'il faut, c'est des voix de femmes puissantes, comme vous l'évoquiez tout à l'heure, c'est-à-dire des femmes qui exercent des postes à responsabilité. Peut-être qu'on peut finir sur la figure de la première ministre de Nouvelle-Zélande, qui a exercé ce poste dans une situation très complexe, qui a démissionné et qui a dit en démissionnant quelque chose d'assez incroyable, c'est-à-dire elle a dit ce qu'aucun dirigeant politique sans doute n'avait dit. Elle a dit qu'elle arrêtait parce qu'elle touchait à ses limites et qu'elle avait peur de mal exercer ce travail, de ne pas être à la hauteur du poste. Quel homme politique a déjà dit ça? Je crois qu'il y a quelque chose ici de l'ordre d'une justesse du propos et d'une droiture de l'attitude qui est tout à fait remarquable. Et je pense que c'est ce genre de modèle dont on a besoin. Merci beaucoup pour tous ces éléments de réflexion, et peut-être que vous avez envie de continuer cette discussion avec des questions que vous souhaiteriez poser à Claire Marin ou des commentaires suivis d'une question. Vous avez la parole. Je pense qu'il doit y avoir un micro. Oui, il y a un micro. Est-ce que quelqu'un a envie de se lancer? Oui. Je ne parle pas aussi bien le français. Alors, pardonnez-moi de ne pas parler français pour pouvoir poser ma question en français. Je vous remercie vraiment beaucoup pour cette présentation ô combien intéressante. J'ai deux questions. La première concerne le texte littéraire concernant la femme. Et ma question est la suivante. On utilise le même discours patriarcal pour exprimer et positionner le sujet femme dans la langue française et grecque. Est-ce que ça, c'est un problème, et est-ce qu'on a besoin de nouveaux mots, de nouvelles définitions pour pouvoir continuer et parler de notre existence dans le monde? C'est ma première question. Et ma deuxième question concerne l'espace public. Il est impressionnant de voir qu'il y a des mouvements comme en Iran ou en Égypte, dans des pays sous-développés et non plus dans le monde, dans l'espace développé et le monde occidental dans lequel nous vivons aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que ces mouvements sont des voix de victimes et non pas un signe montrant que ces femmes ont l'ennemi en face d'elles, c'est-à-dire que ces femmes sont opprimées avec la burqa et ne peuvent pas parler? Merci pour votre temps. Merci beaucoup pour ces deux questions. Effectivement, c'est des points fondamentaux qu'on n'a pas eu le temps d'aborder. La question de la langue, bien sûr, véhicule un certain nombre de représentations. Les mots qui manquent sont aussi des choses qu'on ne se représente pas. Donc, quand un métier n'existe pas au féminin dans une langue ou une autre, ça veut déjà dire quelque chose.
Et en ce sens, je trouve qu'il y a une expérience du polylinguisme qui est formidable, puisque la même chose peut dans une langue être féminine et masculine dans l'autre. Et moi, je pense que l'une des premières sensibilités à la question du genre, elle était grammaticale et elle était linguistique. Quand, en l'occurrence, j'ai commencé à apprendre l'allemand et que la lune était même masculine et le soleil était féminin, tout de suite ça changeait. Si le principe qui nous éclaire est féminin, vous voyez, enfin, dans l'inconscient, ça produit quand même quelque chose de différent. Et au début, j'étais un peu sceptique vis-à-vis de la féminisation d'un certain nombre de termes. Et en fait, je crois que cette habitude a quand même une certaine vertu auprès des jeunes filles aujourd'hui. Elle leur donne un espace où exister et dire qu'il y a des autrices. J'étais un peu réticente, je ne sais pas pourquoi. Maintenant, je fais cet exercice. Ce qui est plus compliqué, c'est la manière dont on essaye, par exemple, certaines féministes disent, pour dire les auteurs et les autrices, disent les auteurices. Et en fait, cette écriture, moi j'ai beaucoup travaillé sur la philosophie médicale. Cette écriture qui se veut plus ouverte, elle est incompréhensible, par exemple pour les dyslexiques. Cette écriture avec les points. En fait, ceux qui ont des difficultés avec la langue, avec l'écriture, avec la lecture, sont encore plus déboussolés par cette écriture-là. Donc c'est compliqué d'inventer, alors des mots peut-être quand c'est plus simple, mais d'inventer une autre manière d'utiliser la langue ou de la transformer pour qu'elle n'ait pas cet effet qu'on peut ressentir comme excluant d'une manière ou d'une autre. Donc c'est une question complexe, mais aussi très très intéressante de voir aussi ce que l'habitude produit quand des mots se mettent à exister et quand on a du féminin pour des postes qui sont des postes aussi de pouvoir. Évidemment, c'est là que ça se joue. Il y a en France en ce moment un film, je ne sais pas ce qui vaut, mais qui s'appelle Sage-femme et qui est l'histoire d'un jeune homme qui est sage-femme, qui doit donc mettre une blouse rose. Enfin, c'est une comédie, évidemment, mais c'est intéressant de voir comment souvent les mots disent quelque chose aussi de la hiérarchie des fonctions. Le soin pour la femme. Par exemple, on ne dit pas une pompière, alors qu'il y a bien des femmes qui sont pompiers. Voilà, bon, petit exemple. La deuxième question, vous avez raison de rappeler qu'il y a des figures de combattantes au sens noble du terme et que j'étais dans une perspective très franco-française, mea culpa, mais effectivement, il y a des femmes qui nous impressionnent, qui sont jeunes, qui sont dans une prise de risque maximale, parfois au péril de leur vie, et qui disent quelque chose de ce caractère désormais sans doute intolérable de la soumission, de la maltraitance, des violences faites aux femmes, de l'interdiction de l'espace social et politique qui est imposé à certaines d'entre elles. Donc il y a aussi d'autres modèles féminins qui nous interrogent, d'autres formes de courage féminin que celui un peu luxueux, évidemment, d'une femme blanche dans un espace bourgeois qui aura la chance de faire des études et d'exercer un métier qui l'intéresse. Donc, en ce sens, effectivement, il aurait fallu ouvrir à un champ beaucoup plus large pour voir d'autres modèles de devenir féminin qui nous inspirent et qui nous impressionnent par leur courage. Alors, je vais juste me permettre d'ajouter un mot, je ne résiste pas, pour vous rappeler qu'en 2011, vous vous souvenez sûrement qu'il y a eu des mouvements de contestation dans le monde arabe et il y a eu un mouvement au Yémen, qui est un pays qui est au sud de la péninsule arabique, un pays très pauvre, avec un mode de développement très, très limité. Et une des égéries de ce mouvement de contestation de 2011 était une jeune femme, Tawakkul Karman, qui avait 30 ans, qui est mariée, des enfants, qui avait fait des études, mais qui s'est retrouvée porter cette révolution yéménite en 2011 et qui a eu le prix Nobel de la paix. Et pour les femmes de la région, de ce Moyen-Orient, cette Tawakkul Karman a vraiment représenté
évidemment une avancée considérable de voir cette jeune femme qui avait plusieurs enfants, qui travaillait et qui a été complètement portée par ce mouvement révolutionnaire dans un pays où les femmes sont toutes vraiment à la maison, où il y en a très peu qui travaillent, qui sont voilées, qui sont... on a l'impression qu'elles n'existent pas dans la scène publique et c'est vrai qu'elles sont très peu présentes. Eh bien, la figure la plus connue, emblématique de la révolution au Yémen, ça a été cette jeune femme. Et quand elle se déplaçait à l'étranger dans la foulée de l'obtention de son prix Nobel de la paix, son mari la suivait. Alors, il était toujours au premier rang des conférences qu'elle donnait. Il la regardait avec beaucoup d'admiration et c'était très marrant de voir. Là, il y avait un rapport qui avait été complètement inversé. Alors, ça ne veut pas dire que la vie est belle dans toute cette région du monde. Il y a des combats très, très, très forts qui sont menés. Mais pour beaucoup, en tous les cas, de jeunes yéménites et au-delà du Yémen, ça a été un espoir et ça a été une femme qui était en plus ravissante. Donc, elle était évidemment mise en avant aussi par les canons. Alors là, on revient à une discussion qu'on a eue qui n'est pas évidemment le seul critère, mais ça a été en tous les cas perçu par beaucoup de jeunes femmes comme un espoir et quelque chose d'important. Pardon, je suis un peu sortie de mon rôle. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions ? Qu'est-ce qui est tombé ? C'est un micro. Ah non, d'accord. Est-ce que quelqu'un souhaite prendre la parole ? Non ? Alors peut-être, Claire, avez-vous peut-être un mot à dire en conclusion, un point sur lequel vous voudriez conclure cette discussion que nous avons eue ? C'est un peu... Non, je pense que ce qu'on peut faire, c'est revenir sur ces modèles-là ou ces figures-là, parce que elles nous interrogent aussi sur quelque chose qui dépasserait les frontières ou sur la possibilité d'une réflexion qui sortent aussi de nos conditions socio-économiques, culturelles et religieuses. Parce qu'évidemment, on ne l'a pas dit, mais on l'a dit tout le temps. C'est-à-dire que cette position inférieure de la femme, elle est très souvent... elle s'appuie sur un discours religieux, donc on peut qualifier... rapidement de patriarcal, mais qui est en fait le prétexte souvent à une exploitation du corps des femmes, à leur domesticisation, enfin le fait qu'elles soient cantonnées parfois même physiquement à l'espace de la maison. Donc évidemment, la question se pose aussi de peut-être une réforme. Alors c'est évidemment... beaucoup plus compliqué, mais une réforme du regard de la femme portée par les discours religieux. Et c'est que pour revenir à l'Iran, puisque vous parliez de l'Iran tout à l'heure, madame, quand vous avez pris la parole, le mouvement de ces femmes en Iran est un mouvement très, très important, puisqu'on voit ces femmes, jeunes femmes, il y a même des étudiantes, enfin très jeunes, des scolaires même, donc des très jeunes, qui en fait effectivement veulent faire éclater ce carcan du voile, du port du voile obligatoire. Et on voit ce mouvement qui n'est, même si on en parle moins aujourd'hui, qui continue et qui porte une revendication très forte de la part de ces femmes. Et ce qui est intéressant aussi à observer, c'est que vous avez beaucoup de jeunes hommes qui ont accompagné ce mouvement. Et ça, c'est un élément évidemment très important parce que dans un pays comme l'Iran, le mouvement des femmes est essentiel, mais il pourra mieux avancer que si des hommes l'accompagnent, parce que ces hommes se rendent compte que c'est aussi pour eux que c'est important, parce que si les femmes ont plus de liberté, eh bien, ça permettra pour eux d'avoir une meilleure vie, même s'ils perdront un peu de leur contrôle, mais certains sont conscients, en tous les cas, que cela rapportera aussi un bien-être. Et ce mouvement en Iran, de ce point de vue-là, est un mouvement qui est très significatif d'une évolution et de cette capacité de ces femmes iraniennes à vraiment vouloir passer à autre chose, vouloir faire éclater ce cadre. Alors, c'est pas gagné, loin de là, parce que le pouvoir en place uniquement masculin, alors là vraiment à 100% masculin, ne veut rien lâcher. Mais il y a une dynamique de la part de ces jeunes
et de ces jeunes hommes qui les accompagnent, qui, à mon avis, quand même, fera que les choses, obligatoirement, vont avancer. Ça prendra du temps, mais va forcément avancer. Donc, merci beaucoup, c'était très intéressant de vous écouter. Je voulais juste demander, comment pensez-vous que les femmes vont pouvoir dépasser les limites posées par nos sociétés patriarcales en ce qui concerne que la seule façon dont elles peuvent être respectées est soit d'adhérer par des modèles posés très traditionnels, soit par être elles-mêmes masculines dans une certaine mesure? C'est une question très importante, c'est-à-dire est-ce qu'on doit adopter les codes un peu stéréotypés de la masculinité pour réussir dans le milieu professionnel? Je crois que malheureusement ça reste encore un peu vrai, mais qu'il y a aussi des figures, être dur, être froid, être indifférent, toute cette construction sensible de l'homme, on en parlera demain. Souvent, c'est des manières de faire que les femmes dans l'espace professionnel sont obligées d'adopter pour jouer ce rôle imposé dans les situations de pouvoir ou de décision. Mais je crois qu'on voit aussi apparaître d'autres formes de collaboration et d'entraide ou de solidarité, c'est-à-dire l'autre cliché des femmes qui seraient en compétition, qui se tendraient des pièges les unes les autres. Ce cliché-là est aussi en train d'être déconstruit et il y a des éléments de solidarité, de sororité et de fraternité, puisqu'évidemment c'est ça qui est très important, c'est que le changement ne peut se faire que conjointement. Donc pas dans le conflit à mon sens, mais dans un dialogue. On est en Grèce, dans un dialogue, même s'il doit être virulent, même si les arguments peuvent se combattre avec force, mais je pense moi aussi qu'on peut et surtout il faut l'espérer, c'est-à-dire il faut y croire et il faut y œuvrer. On aura essayé. Merci beaucoup, Claire, pour cette discussion. Merci beaucoup à vous d'avoir participé, de nous avoir écoutés et bonne fin de soirée.